Donc bonjour à tous pour cette reprise. Donc on va attaquer. Je vais vous donner 9 conseils que j'ai appliqués pendant des années quand j'étais sur le terrain. 9 conseils. Et ce qui va être intéressant sur cette visio, c'est que je pense qu'on va pouvoir échanger sur plein de notions de reprise, puisque les conseils que je vais vous donner, c'est des conseils que j'ai utilisés à chaque fois. Bon, ça a plutôt bien fonctionné pour moi, hein, pour redynamiser le portefeuille et rentrer du mandat rapidement, suite à un petit peu voilà, à cette baisse d'activité inévitable liée normalement aux vacances. Mais c'est des conseils que j'ai appliqués moi-même et il y en a bien sûr, il y a autant de personnes dans l'audience là que de conseils. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être d'échanger sur ces notions et un petit peu de s'entraider sur toujours le même objectif. Hein. En fait, on ne va pas se mentir. La rentrée de mandat. La rentrée de mandat et le chiffre d'affaires. Alors moi, en ce qui me concerne, ça va être un mélange de conseils, on va dire, généraux, voilà, de conseils généraux liés au statut, on va dire, d'entrepreneur, puisque on est mandataire immobilier, c'est vrai, on fait de l'immobilier, mais on est avant tout entrepreneur. Et on sait très bien que quand on est entrepreneur, on est à la fois comptable, fiscaliste, secrétaire, vous m'avez compris. Donc, il va y avoir des conseils un peu généraux et puis des conseils vraiment liés, liés à l'activité pure et dure, on va dire, du mandataire immobilier. Voilà. Alors, ce que je vous propose, histoire de rendre le coaching assez vivant, c'est que moi, je vais vous en donner un. Après, quelqu'un dans l'audience peut donner aussi une piste et on alterne, histoire d'échanger. Puis, si vous voulez vous manifester et échanger, vous pouvez réactiver votre micro ou comme d'habitude, discuter dans le chat. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est rigolo, mais je faisais toujours comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans l'audience à qui ça arrive. Moi, ça m'arrivait souvent. C'est que, en fait, je reprenais le travail et je ne me sentais pas plus reposé que ça. Je me sentais voire fatigué même parfois. Pourquoi? Parce que on a tous une vie trépidante normalement. Alors déjà, le métier de mandataire immobilier est extrêmement fatigant et on joue avec l'ascenseur émotionnel souvent et on est fatigué. Mais après, quand on est en vacances, on bouge. On bouge, on sort, on fait des soirées, on voyage, on est dans les bouchons, on s'énerve et c'est fatigant aussi, surtout si vous allez au soleil. Donc, pour mon cas, régulièrement, j'étais fatigué quand je reprenais. C'est bête à dire, c'est un peu contradictoire. Donc, je reprenais pépère. Je reprenais en douceur et je me reposais tranquillement, en fait, quand tout le monde finalement reprenait. Alors, on va dire que je faisais une reprise progressive, c'est-à-dire que on va dire, allez, j'ai une bêtise, le 31 août, c'est les vacances, le premier, c'est la reprise, allez, bim, 4 mandats, 8 visites, une signature et la prospection. Voilà. Ça, déjà, c'était strictement impossible pour moi, physiquement et mentalement, je n'étais pas prêt déjà, parce qu'il faut se remettre tranquillement dans le bain, surtout si on commence à taper 3 semaines de coupure, il faut se remettre dans le bain, parce que ça permet de couper quand même. Donc, je vais vous suggérer une reprise finalement modérée, en douceur, en se reposant et en s'économisant de façon finalement à se réhabituer au travail. Alors, j'ai coaché des personnes qui m'ont témoigné justement, j'en ai coaché un la semaine dernière, avant la reprise justement, qui m'avait dit que lui, il se blindait l'agenda de rendez-vous dès la première semaine. Et au bout d'une semaine, il était limite en dépression parce que finalement, c'est une personne qui coupait un mois. Je ne sais pas si dans le groupe, il y a des personnes qui coupent un mois. Parfois, on peut. Hein. Du coup, le corps n'avait pas réussi à s'adapter, en fait. Et finalement, ce n'était pas un burn-out, mais ça y ressemblait. Donc, c'est pour ça que j'avais tendance aussi à favoriser une reprise en douceur, en me reposant tranquillement, parce qu'aussi, il n'y a plus les enfants, parce qu'on le sait aussi, on travaille de chez soi. Donc, on sait aussi que travailler de chez soi quand il y a toute la famille, ce n'est pas aussi évident pour ceux qui ont les enfants en vacances scolaires. Donc, c'est pour ça que je préconise une reprise soft, tranquille. Voilà le premier conseil.
on se prépare tranquillement, physiquement, mentalement, on fait du sport, on se met bien pour justement, quand on va réattaquer à fond. En plus, je ne sais pas si c'est partout sur tout le secteur, mais ça arrive souvent que nos mandants et finalement nos clients finalement n'ont pas tous repris non plus à fond. Souvent, voilà, il y a la première semaine, c'est la rentrée, c'est des classes, on se remet tranquillement aussi dans le bain. Les projets, ils n'ont pas forcément encore la tête, ils ne se sont pas forcément remis dans leur vente ou dans leur projet d'achat. Donc, on peut aussi s'user pour rien, en réalité. Donc, moi, j'ai tendance à laisser passer tranquillement les 2 premières semaines, en faisant quand même du travail, bien sûr, mais pas, on va dire, on va préconiser une reprise, on va dire, à 65%, quoi. Voilà, pour ceux qui peuvent. Bien sûr, si vous me diriez, vous pouvez me rétorquer, si le téléphone il sonne 15 fois par jour, il faut y répondre, hein, aussi. Mais je ne pense pas que ça soit le cas, surtout en ce moment, si j'en crois ce qui se passe un petit peu sur le territoire. Voilà pour le premier conseil. Est-ce que quelqu'un veut échanger sur le sujet? Est-ce que quelqu'un a un petit tuyau à donner? Est-ce que quelqu'un veut donner un conseil sur comment lui reprend, voilà, son activité en période de reprise? Alors, ça peut être reprise là en septembre, ou ça peut être reprise en janvier aussi, hein. Parce qu'il y en a qui coupent 2, 3 semaines aussi. En fait, c'est valable pour dès qu'on coupe plus de, on va dire, plus de 2 semaines, 2 semaines et demie, quoi. Bon, eh bien, on va attaquer. Oh, vous êtes fatigué, je vois. Je vois que les vacances ont été reposantes. Alors, un petit, euh, un petit tuyau technique maintenant. Euh, Quand vous reprenez, bon, je pense qu'on est tous pareils, hein. Quel est le premier truc, là, on est sur l'aspect technique vraiment du métier. Qu'est-ce que vous faites en premier, vous, quand vous reprenez? Aujourd'hui, on est lundi, c'est bon, jamais les enfants à l'école. Mon conjoint ou ma femme est partie travailler. Quelle est la première chose que vous faites en tant que mandataire immobilier d'un point de vue technique, d'un point de vue relationnel? Je regarde les biens à la vente et je repère et je repars sur le terrain. D'accord? Intéressant. Donc Déborah, toi, la première chose que tu fais, c'est tu regardes un petit peu ce qui se passe éventuellement à la pige ou sur le marché et tu repars en prospection physique, c'est ça? Un point avec mes clients et prendre des nouvelles de mes anciens clients. D'accord. Très bien. Alors, Claverolas, c'est effectivement là où je voulais en venir. La première chose que je préconise effectivement, toujours un petit peu dans la continuité du conseil précédent et de finalement ne pas s'éparpiller, parce que je ne sais pas si certaines personnes peuvent s'éparpiller, parce que c'est toujours pareil, hein. L'être humain, il a ses repères, et on dit toujours que pour casser une habitude, il faut 3 semaines, un mois, et quand on prend 3 semaines, un mois de vacances, c'est le cas, hein, on a cassé nos habitudes, donc il faut s'y remettre. Et c'est fatigant aussi. Euh, donc j'aurais tendance à préconiser, effectivement, c'est ce que je vois dans le chat, un check-up complet, on va dire, un check-up et une relance complète de tous les contacts vendeurs, principalement pour démarrer, parce qu'il faut fixer les priorités, qu'on a eu avant de partir. Ceux qui, avant même de repartir sur le terrain, prospecter, pige, ce que vous voulez, c'est d'abord effectivement checker son portefeuille vendeur de A à Z et rafraîchir son stock. Parce que vous savez aussi bien que moi que beaucoup de vendeurs ne vont pas vous dire s'ils ont vendu leur bien. Et certains ne sont pas au stade du compromis, ils ont peut-être eu des offres. Donc, il va être bien pour démarrer de sonder votre portefeuille de façon à prendre des nouvelles, voir s'il y a eu des baisses de prix, tout simplement pour prendre des nouvelles de vos mandants. Parce que normalement, quand vous êtes parti, vous les avez appelés pour leur dire que vous partez. Bon, on les rappelle pour leur dire qu'on revient. Pour leur dire, pour leur envoyer de la reconnaissance, de la valeur, et surtout leur faire comprendre qu'on est toujours sur le coup. Surtout en ce moment, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être rassurés, les vendeurs. Donc, toujours dans notre rôle de rassurer,
eh ben, on dit tout simplement qu'on est de retour et qu'on est prêt à réembrayer pour attaquer. Ça peut être également un tremplin, justement, ce contact peut être aussi un tremplin pour les biens trop chers et pour éventuellement amorcer une baisse de prix. C'est possible aussi. Si vous avez des vendeurs dont vous savez pertinemment que le bien est trop cher, comme ça arrive, et que vous en avez déjà parlé avec cette personne et que du coup vous appelez pour prendre des nouvelles, ça peut être aussi une amorce pour fixer un rendez-vous, pour prendre des nouvelles de leur projet, faire le point et bien sûr, dans la finalité, faire une baisse de prix. Ce recontact peut servir de tremplin. Je ne compte pas le nombre de baisses de prix que j'ai faites comme ça. Monsieur le vendeur, bonjour, c'est Jonathan à l'appareil. Alors, comment s'est passé les vacances? Écoutez, le marché a pas mal bougé pendant ce mois d'août. Du coup, est-ce que vous êtes disponible pour qu'on fasse le point sur votre projet? Et bim, j'amorce comme ça mon rendez-vous baisse de prix quand c'est nécessaire. Bien sûr, au rendez-vous vendeur, j'arrive avec des comparables pour appuyer les arguments. Et puis, ça peut permettre cette reprise peut être un tremplin et une opportunité pour rafraîchir, virer des biens, relancer les anciens biens qui seraient peut-être revenus à la vente. Donc, c'est pour ça qu'il faut, avant de repartir, je dirais, réassainir son portefeuille et relancer tous ces anciens contacts. Parce que sinon, on risque en fait de s'éparpiller et de commencer à rentrer plein de trucs et finalement, on va perdre du temps parce qu'on va nous appeler pour un bien. Finalement, tiens, ce bien-là, je l'ai en portefeuille, mais est-ce qu'il est vendu? Donc, j'appelle, mais finalement, il a été vendu parce que j'ai une visite. Ouais, ce que je veux dire, l'idée, c'est de repartir sur des bases saines et sur un fichier propre. Voilà. Après, j'ai vu des choses très intéressantes aussi parce qu'une fois que ce travail de suivi est fait, alors suivi vendeur-acheteur, eh bien, on va pouvoir reprendre nos activités, on va dire, normales. Désolé, j'ai un volet qui claque. Si vous l'entendez que ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire. J'irai l'ouvrir ou le fermer, le bloquer. Donc, on ira du coup, maintenant, re-rentrer du mandat. Voilà pour le suivi. Et finalement, ça va avec le conseil précédent, puisque, bon, faire du téléphone, faire du phoning, on est dans le bureau, normalement, c'est pas hyper violent non plus. Voilà. On peut s'organiser une reprise avec, on va dire, sur une journée. Alors, ça dépend de vos portefeuilles, c'est toujours pareil. Moi, il me fallait une semaine, quand même, parce que moi, à l'époque, je tournais à 70 mandats, donc il me fallait une semaine pour vraiment tout me remettre propre. Maintenant, je sais que le marché n'a plus rien à voir et que maintenant, on n'est plus du tout dans ces eaux-là, mais je pense que si on fait bien son travail et qu'on a 15 mandats, vraiment, si on a tout le monde et qu'on refait le point précis, il faut bien au moins 2 jours, au moins. Donc, ça vous permet finalement de reprendre tranquillement dans le bureau et de reprendre vos marques. Voilà pour ce suivi. Est-ce que vous avez besoin d'échanger sur ce petit conseil ou pas? Ça paraît logique, finalement, mais bon, une petite... Parce que toutes les idées qu'on va voir, toutes les idées que vous allez mettre dans le chat, c'est sûr à 200% que vous y avez tous déjà pensé. On n'a pas réinventé la roue, on n'a rien inventé. Par contre, savoir peut-être mettre les choses dans l'ordre et surtout, aujourd'hui, on est surtout là pour optimiser cette reprise et dans le but de rentrer du mandat le plus vite possible et de gagner du temps. On est surtout là, parce que tous les conseils, vous le savez déjà, vous êtes tous intelligents, je n'en doute pas une seconde. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Tac, tac, les anciens clients, tout à fait, exactement. Vendeurs et acheteurs. Et une fois, donc, du coup, qu'on a fait ça, effectivement, on va pouvoir s'intéresser à la suite, c'est-à-dire, tout ce qu'on sait déjà, la prospection. Donc, effectivement, comme tu disais, Déborah, on regarde les biens à la vente et on repart sur le terrain. Et ce qui nous emmène finalement au conseil suivant, c'est, alors, ça, c'est pas bon pour tout le monde parce que je sais que tout le monde n'en fait pas, mais moi, je vous invite quand même à le faire, même ceux qui n'en font pas. Ça fait toujours jamais de mal. C'est la fameuse pige. On le sait, il y a la méthode la plus efficace pour rentrer du mandat, on va dire le plus vite, il n'y en a pas d'autre. C'est la pige. J'en connais pas d'autre. Je vais dire à la fois le plus vite possible. On ne parle pas de qualité de ce que tu vends ou ce que vous voulez. On parle juste de rentrer du bien. C'est la pige. Ce qui se passe parfois, c'est tout simplement que pendant l'été, pendant les vacances, il y a des biens qui se sont vendus, votre portefeuille s'est effrité
et entre guillemets, vous avez atteint votre seuil critique de bien. Et voire vous n'avez plus de biens, comme ça peut parfois arriver. En ce moment, les biens, on le sait, ne courent pas les rues. Donc, il se peut parfois que vous rentriez et « oh, j'ai plus de biens ». Donc, je préconise la pige, même si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Et on le sait aussi, même si vous ne faites pas de pige pour rentrer des biens, quand je fais des coachings sur la pige, je l'explique très bien, c'est que la pige, on va dire, il y a des objectifs primaires et des objectifs secondaires. Les objectifs primaires étant évidemment le rendez-vous, mais il y a aussi des objectifs secondaires tels que surveiller les prix du marché, vérifier que des biens à la vente, enfin vendus ne soient pas revenus, surveiller ses propres clients. La pige, c'est aussi un excellent baromètre du marché, de ce qui se passe sur votre secteur, c'est du local. Donc, même si vous n'appelez pas, allez au moins jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur votre marché pour voir un petit peu les évolutions, vous mettre surtout à la page de votre marché pour voir s'il a évolué afin de vous mettre à jour. Parce qu'il est possible qu'au moment où vous l'avez laissé, votre marché, surtout si vous êtes parti un mois, il est possible qu'il y ait des évolutions. Donc, du coup, sur certains secteurs, voilà, il y a des secteurs où ça ne bouge pas en un mois, mais sur certaines zones tendues, ça peut. Donc, la pige étant un bon baromètre, je ne peux que conseiller d'aller jeter un coup d'œil. Et donc, du coup, ça va dans le sens de ce que tu disais, Déborah, c'est-à-dire regarder les biens à l'avance et à la fois repartir sur le terrain, bien entendu. Pour qu'ils n'oublient pas, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, je fais le point de mes derniers contacts et de ma liste chaude. Est-ce que tu peux me détailler, Jean-Pierre, s'il te plaît, la définition d'une liste chaude et d'une liste froide, s'il te plaît? Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais j'en suis pas sûr. Alors, ces listes chaudes, ça va être un étiquetage, on va dire, entre guillemets, des contacts qu'on a pour essayer de doser la maturité au niveau du degré de vente ou du potentiel de vente. Alors, c'est assez, modulable, puisqu'une personne peut vouloir vendre, mais pas être forcément dans la bonne disposition au bon moment. Donc, ça va être à nous de jauger avec différents rappels à point nommé pour essayer de voir dans quelle étape il en est et pour essayer de ne pas peut-être l'appeler, insister à des moments qui ne sont pas encore les bons. Ça, c'est un petit peu ma définition de la liste chaude, on va dire. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, les vendeurs, en fait, en fonction de leur maturité de projet, tu les classes, on va dire, et tu mets en place un mode de suivi. Il me semble qu'on en avait discuté la dernière fois. Ça me parle. Et tu les classes, en fait, et puis tu mets en place après un suivi adapté. C'est ça, hein? C'est ça, voilà. Tout à fait. Très bien. Oui, c'est très intéressant. Parce que, alors, on retrouve le même phénomène pour les acheteurs. C'est-à-dire que les acheteurs, alors moi, je l'ai classé de 1 à 4. Je l'ai classé de 1 à 4. Le 1 étant le client. Alors, autant je ne le faisais pas trop avec les vendeurs, parce que les vendeurs, je les suivais vraiment tous les mois, quoi qu'il arrive, voire moins. Mais les acheteurs, c'est vrai que, vu qu'il y en avait beaucoup plus, je l'ai classé de 1 à 4. Le 1 étant le client du mois. Donc, effectivement, lui, je ne le lâchais pas. Et même si je n'avais pas le bien en portefeuille, croyez-moi que j'allais lui trouver, que ce soit sur le marché du PAP ou chez les confrères, j'allais lui trouver son bien, sauf s'il le trouvait avant. Mais en tout cas, je me démenais comme un fou, parce que je savais que lui était acheteur tout de suite. Le 2, un peu moins acheteur, peut-être dans un mois. Le 3 et enfin le 4 qui n'était pas acheteur. Et là, effectivement, je mettais en place des règles de suivi, tout simplement. Alors, le mois prochain, justement, on va faire je détaillerai cette notion de suivi d'acheteur juste je fais juste une petite parenthèse et je vous expliquerai, parce qu'on va faire aussi on va parler du marketing digital le mois prochain, puis j'avais un super truc pour les acheteurs, parce que quand j'avais 70 mandats, je pouvais avoir 25 contacts par jour. Donc, j'avais automatisé un suivi, en fait, avec System.io, et ça me permettait, en fait, de gagner un temps de malade. Mais tout ça, on verra ça le mois prochain. Mais en tout cas, c'est une très bonne méthode de structurer, en tout cas, le degré d'urgence des projets, tant vendeur qu'acheteur, pour effectivement gagner du temps. Ça me fait penser à la loi de Pareto. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, la règle des 80-20. Ayez toujours cette loi en tête.
la règle des 80-20. C'est que 20% des biens, et c'est un max en plus, 20% des biens que vous rentrerez environ généreront environ 80% de votre chiffre d'affaires. J'ai mis 2 ans à le comprendre, ça, parce que voilà, au début, vous avez commencé, hein, on fait tous pareil. Hein, tiens, je vais prendre les biens les plus chers, comme ça, je vais me gaver. Sauf qu'en fait, les biens les plus chers, ils ne partent pas, parce qu'ils sont trop chers. Donc, on commence tous, enfin, pas tous peut-être, mais on fait tous cette erreur, à mon avis, à un moment donné à un autre. Et ça permet de se recentrer sur le marché et surtout sur ce qui marche. Et donc, du coup, faire aussi ces méthodes de classement, ça permet d'optimiser son temps, sa productivité et donc son chiffre d'affaires. Comment envoyer de la reconnaissance à nos clients? Très bonne question, ça. Alors là, on pourrait faire l'objet d'un coaching entier. Je vais te répondre. Bonjour, j'envoie des messages par mail aux particuliers qui mettent leurs biens sur le bon coin. Avez-vous un modèle type qui pourrait être plus accrocheur que mon message? Alors, je vais répondre à cette question. Quand on fait un message à la destination d'une cible, que ça soit vendeur, acheteur, en fait, n'importe quoi, dans tout type de communication que vous allez pouvoir faire, il y a une méthode qui s'appelle la méthode AIDA. C'est un acronyme. AIDA. Le A, c'est l'accroche. Le I, c'est l'intérêt. Le D, c'est le désir. Et enfin, le A, c'est l'action. Et il faut que dans votre message, on retrouve toutes ces notions. Il n'y a pas, je vous mets l'acronyme dans le chat. AIDA. J'ai marqué aide. Oui, justement, l'aide, c'est ce que vous allez apporter à vos clients. AIDA. Voilà. La méthode AIDA. Donc, alors, on pourra essayer de réfléchir à un exemple, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des milliers d'exemples. 2000 exemples s'il faut, tant qu'on respecte cette méthode. C'est-à-dire que sur vos flyers, prospectus, messages, où vous voulez, quand vous communiquez à vos prospects, vous allez commencer par une accroche. Pourquoi? Parce qu'il va falloir retenir son attention. Pourquoi? Tout simplement, alors c'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux, parce que votre prospect, pour voir votre message, non seulement il est inondé d'autres messages et de mails, justement pour le cas des mails. Donc ça veut dire qu'il faut retenir son attention. Et on commence par une accroche, quelque chose de fort. Il faut le défier un petit peu. Voilà. Moi, j'avais une accroche sur un flyers, c'était défiez-moi devant votre bien. Voilà, moi j'aimais bien et puis c'est vrai que j'avais des retours. Ça peut être une accroche, mais il y en a il y a autant de conseillers dans l'audience qu'il y a d'accroches. Hein. C'est votre accroche. Il faut trouver quelque chose, et puis il y a aussi quelque chose en marketing, un dicton qui dit que le marketing, c'est que du test. Donc il va falloir tester des accroches. Voilà. Le I, c'est l'intérêt. Il va falloir faire une accroche dans le but de susciter de l'intérêt à votre audience, à votre cible. Donc là, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, c'était des messages sur le bon coin. Voilà. Donc, il va falloir retenir son attention dans le but de l'intéresser. Et pour intéresser un prospect, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une. C'est de s'intéresser à votre audience, à votre cible, et en même temps de répondre à une problématique. Il faut cerner une problématique. Bon, en l'occurrence, il veut vendre. Donc, la problématique, c'est qu'il faut qu'il trouve un acheteur. Et voilà, il faut réfléchir. En réalité, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Donc, il faut retenir son attention dans le but de l'intéresser. Et pour l'intéresser, on parle de lui et on essaie de soulever une problématique afin, du coup, après par la suite, de déclencher du désir. C'est le fameux D de la méthode. Le désir, en l'occurrence, alors là, dans le cas d'un message du Bon Coin, c'est le désir d'avoir un contact de cette personne. Ce n'est pas le désir de vous recevoir. Il ne faut pas brûler les étapes, attention. Hein. Là aussi, c'est important, les étapes. Le désir de générer du contact. Pourquoi c'est important de ne pas brûler les étapes? Parce que souvent, les vendeurs qui veulent vendre de PAP, ils veulent vendre de PAP et ils ne veulent pas entendre. Alors, bien que c'est faux ce que je dis, puisque 80% des biens qui sont sur le PAP sont en agence. Mais on va dire pour les 20% qui restent, souvent, ils ont une notion d'engagement qu'ils ne veulent pas ressentir. Donc, le fait, par exemple, je dis une bêtise, tu envoies un message sur le Bon Coin qui dit je m'appelle X et on travaille ensemble. Je dis ça comme ça. Là, c'est une mort d'avance. C'est même pas la peine d'y penser.
Pourquoi? Parce que la personne n'est pas mûre, elle ne vous connaît pas, elle n'a pas confiance, donc il ne faut pas brûler d'étapes. Là, on veut juste faire un message pour avoir un contact, un numéro de téléphone, s'il n'y est pas sur le bon coin, ou qu'elle nous rappelle. Voilà. Donc ça, c'est la partie désir. Et enfin, on finit avec une action. C'est un peu le closing. Il faut matérialiser toute cette technique à la fin par une action, parce que sinon, il n'y aura rien. Il ne se passera rien. Et une action, c'est tout simplement, par exemple, une annonce Le Bon Coin, ou, puisqu'on est sur cet exemple, une annonce Le Bon Coin où il y a un numéro de téléphone et que tu n'as pas envie d'appeler, que tu envoies un message. Ça peut être, par exemple, le fait d'inviter la personne à vous rappeler, ou dans ton message, encore plus fort, tu lui dis que tu vas la rappeler. Ça, c'est l'action, par exemple. Appelons-nous pour discuter de votre projet. Ça, c'est une action. Il faut finir par une action. Sinon, le message il tombe à l'eau. Donc, voilà une méthode très intéressante. La méthode AIDA, et elle fonctionne avec... Enfin, elle fonctionne, ça avait commencé. Hein, la méthode à 100% n'existe pas. Il n'y a que la commission à 100%. Je suis expert. Non. Mais la méthode, il n'y a aucune science exacte à 100%. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez optimiser votre taux de retour. Ça, j'en suis sûr. Alors, je regarde le chat. Alors, comment envoyer de la... Oui, j'avais fait une pause sur comment envoyer de la reconnaissance. Alors ça peut... Ah, mais j'y pense. Ça, c'est l'objet du futur coaching. La semaine prochaine, jeudi prochain, le thème, vous avez vu, c'est comment favoriser votre relation vendeur. Et c'est le thème, donc, favoriser la relation client. Dedans, il y a un gros chapitre sur la valeur et la reconnaissance qu'on peut envoyer à nos prospects. Donc, et pour ça, il y a énormément de méthodes pour lui apporter de la valeur à vos clients. Ça va être vraiment, on peut faire une page à 4 sans problème. Ça va passer par un professionnalisme, vraiment un suivi, par vraiment un contact vraiment accru. Considérez votre prospect vraiment comme un membre de votre famille. Il faut que votre prospect il se sente de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Je caricature, mais vous voyez où je veux en venir, c'est qu'il faut qu'il crée un lien. Il faut faire preuve de réactivité aussi auprès de nos prospects. Combien de fois j'ai entendu des agents dire « Putain, il est con, lui, il m'appelle aujourd'hui, on est lundi, je le rappelle demain matin, il a mandaté notre agence. » Oui, mais il voulait que tu le rappelles à la journée. Désolé, l'agence, elle a été meilleure. Voilà, c'est ta faute. C'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est ça, hein, avec la concurrence. Donc, ça demande une disponibilité, une réactivité à toute épreuve. Mais on détaillera vraiment la semaine prochaine le sujet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais regardez, hein, il faut travailler. Alors, attends, je remonte parce que bonjour de Nancy. On a travaillé dans la même réseau à l'époque, Jean-Guy. Tu étais optimiste aussi, toi. On était tous les deux optimistes, je me rappelle. En 2015, je me rappelle. Voilà. Comment on va donc c'est bien ça. OK. Message par mail particulier. Alors, OK. Donc, Patrick, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, appuie-toi vraiment sur la méthode AIDA, ça va vraiment t'aider. Ça fait de longues années que j'ai abandonné la pige, quasi plus rien à vendre et beaucoup trop d'agences. Comment décrocher des rendez-vous mandats quand les vendeurs ne répondent pas et vous insultent sans nous laisser le temps d'argumenter, car submergés d'appels agences? Alors, la pige, effectivement, on le sait, la pige c'est dur, surtout dans les zones tendues. Alors, on va refaire un coaching pige aussi le mois prochain. On en a déjà fait un. Vous pouvez aller sur la chaîne, pas la chaîne, mais oui, la chaîne aussi d'ailleurs, YouTube, mais aussi le groupe Facebook, les tutos Expertimo. Vous avez des coachings sur la pige que j'ai fait, vous avez plusieurs heures sur la pige. Les deux premiers conseils alors, déjà, abandonner la pige. Je sais que c'est dur, mais je ne suis pas favorable à ça, à abandonner la pige. Ensuite, j'explique dans les coachings que, alors peut-être que toi c'est plus, hein, encore une fois, le 100% n'existe pas, mais en tout cas, les personnes, au vu de mon expérience et de l'expérience des dizaines et dizaines de personnes que j'ai coachées en pige,
on s'est quand même rendu compte que les personnes vraiment hostiles, les personnes qui nous insultent, qui ne nous laissent pas nous exprimer, qui sont vraiment hostiles, qui nous raccrochent au nez, c'est allez, 8% des appels. Et encore. En règle générale, c'est ça. Peut-être que toi, c'est plus, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est ça. Mais en tout cas, dans la très grande majorité, c'est ça. Donc, ces personnes-là, tout simplement, eh bien, c'est les rares personnes, on va dire entre 5 et 8%, où on va se faire plaisir. En fait. Parce que de temps en temps, il faut relâcher la soupape. C'est-à-dire qu'on va les envoyer chier, tout simplement, en fait. Combien de fois ça m'est arrivé de dire à des personnes qui m'ont manqué de respect, là aussi, c'est subjectif. C'est-à-dire que c'est vous qui allez placer le curseur. C'est-à-dire qu'à partir de quand votre prospect vous manque de respect? Est-ce que c'est parce qu'il vous insulte? Est-ce que c'est parce qu'il vous parle mal? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, quand le prospect a atteint le seuil, et Dieu sait que je déteste, moi, me mettre en position de subordination, et d'ailleurs, il ne faut pas le faire, mais dès que le prospect a atteint le seuil, eh bien, je vais tout simplement le remercier et l'envoyer chier. Pas méchamment, mais en tout cas, je vais conclure en disant excusez-moi, monsieur le vendeur, je travaille qu'avec des personnes qui comprennent la valeur de mon métier. Bonne journée, et je raccroche. Voilà, ça permet de se faire. Alors évidemment, il faut faut pas le faire dans 80% des cas, mais entre 5 et 8% des cas, ça fait du bien. Ça fait du bien, il faut le faire. Il faut le faire parce que une personne qui ne nous respecte pas là, de toute façon, pour moi, ça ne sert à rien de décrocher le rendez-vous parce qu'elle ne nous respectera pas plus tard, enfin, dans la majorité des cas. Donc, il faut se faire plaisir. Quand les vendeurs ne répondent pas, s'ils ne répondent pas, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un à qui on ne peut pas parler. En revanche, on peut, si on est persévérant, on peut tout de même essayer de lui envoyer un mail via le Bon Coin, justement, avec la méthode AIDA. On peut parfois, alors c'est rare, mais parfois il y a les noms, prénoms des vendeurs. Alors, on peut essayer de le trouver sur Facebook ou dans Google, ça m'est déjà arrivé, même si c'est rare. Mais si on n'a pas de contact, après, on n'a pas de contact. Alors après, vous avez des solutions avec InfoParcelle. InfoParcelle, vous vous rappelez, on l'a reçu, qui est une méthode de prospection par la parcelle cadastrale. Et ça vous permet finalement de faire une piche par la parcelle cadastrale et d'aller prospecter en direct. Ça peut être une solution aussi. Je crois que c'est 15 € par mois. Et quand ils vous insultent, alors, ils ne vous laissent pas le temps de vous exprimer, donc c'est ça. Alors, submergé d'appels, moi, ce que je compte, de toute façon, c'est simple. Hein. La pige, avant, j'étais un peu plus, on va dire, moins catégorique. Je demandais aux agents de tester. Mais là, maintenant, je le suis, vu la concurrence et vu tout le nombre d'agents qu'il y a, surtout les YAD. Alors, des YAD, je ne vous explique pas. Hein. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai des, j'ai des agents qui me disent, parce que les YAD, j'en ai souvent au téléphone, ils me disent, non, mais c'est ridicule. J'appelle à 11h, le vendeur, il me dit, non, mais vous êtes le 15e de chez YAD qui m'appelle, les gars, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous m'avez compris. Donc, moi, je vous conseille d'appeler le vendeur maximum à 9h du matin. Maximum. Si c'est 8h moins le quart, si c'est 9h moins le quart, c'est mieux même. Voilà, parce que 9h, souvent, il y a les. 9h, c'est pas la bonne heure, hein, parce que 9h, souvent, ils emmènent les drôles à l'école. Donc, c'est pas optimisé. Par contre, à 9h moins le quart, il peut quand même décrocher. Et si la personne n'est pas disponible, vous pouvez la rappeler peut-être à 9h30. Donc, 9h, c'est peut-être pas super pertinent. Mais 9h moins le quart, 9h moins 20, moi, ça me fait pas peur. Moi, je le faisais en tout cas. Et j'avais souvent les gens dans cette tranche-là. Donc, ça peut être une méthode, si tu veux, pour baisser le risque que la personne te dit qu'elle est submergée d'appels. Alors ça, c'est valable pour les piges chaudes. Maintenant, si c'est une pige froide, la personne, si ça fait 2 semaines que le bien est à la vente, là tu appelles, la personne te dit que vous êtes submergé d'appels. Donc là, c'est sûrement la vérité. Mais là, il va falloir partir sur un traitement classique des objections. Et là c'est pareil. Là, on est vraiment sur un traitement des objections classiques où il va falloir s'intéresser à votre prospect et essayer de détourner cette problématique. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'argument, en fait, face au fait qu'elle est submergée d'appels. Parce que c'est pas une. Ça devient une objection, mais à la base, ce n'est pas une objection puisque c'est la vérité. Donc, du coup, une technique dans le traitement des objections consiste à ignorer l'objection. On va essayer de le détourner
de ce phénomène en s'intéressant à son projet, en le faisant parler et en tâchant de comprendre son projet. N'oublions pas qu'on a, alors justement, j'en reviens à la reconnaissance. Envoyer de la reconnaissance, c'est aussi écouter. Écouter notre cible, écouter nos prospects et nos clients, bien sûr. Donc, plus il va parler, plus tu vas gagner sa confiance et plus il va oublier ce phénomène. Et plus il va comprendre que tu n'es pas là juste pour faire du fric. Donc, sans rentrer dans les détails, parce qu'on va dépasser le cadre, moi, je peux te conseiller de t'intéresser à ton vendeur, de le détourner de cette objection et de tâcher de comprendre ce qui se passe en fonction de si c'est une piche chaude, une piche froide, depuis combien de temps il est à la vente, qu'est-ce qui fait qu'il vend, est-ce qu'il y a des visites, des offres, etc., etc., de façon à l'amener à comprendre finalement que tu es là pour l'aider et que tu es là pour répondre à une problématique. Et ça, tu peux le savoir qu'en l'écoutant, en réalité. Tu as vu aussi que sur chaque annonce Le Bon Coin, c'est précisé que la personne refuse le démarchage. Ouais, je sais, on s'en fout. On rappelle quand même. Les flyers sont interdits à ce jour, sauf Nomitadi, quel est le meilleur site de pige qui ne propose pas de contacter les clients, surtout sur Le Bon Coin, avec l'agence Abstenir, qui donne quand même le numéro de téléphone du client. Alors, il me semble que sur... Alors, en fait, sur Le Bon Coin, la personne, elle peut cliquer, tout simplement, refuse ou accepte. Voilà. Et après, le fait de mettre on va dire, son numéro, c'est si elle veut le mettre ou pas dans un rectangle qui n'a rien à voir avec ça, en fait. Donc, si la personne refuse le démarchage, c'est qu'elle a cliqué sur, en fait, le truc. Mais entre vous et moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. Sinon, on n'appelle plus personne. Quant aux flyers, alors... Allô, Oui. Oui, Jonathan, excuse-moi. Apparemment, même s'il y a marqué agence à s'abstenir sur les annonces du Bon Coin, on n'a pas le droit de communiquer avec les clients ni d'envoyer de messages à ce jour. Alors comment fait-on ? Et est-ce qu'il faut ouvrir un compte professionnel sur le Bon Coin ? Parce qu'apparemment, on n'a pas le droit d'envoyer de messages non plus, ni de messages par mail ou quoi que ce soit. Alors, je sais qu'il y a je vais oublier, je sais qu'il y a un texte qui est passé, il me semble que la loi s'est renforcée à ce sujet. Exactement. Mais j'ai eu Florence hier à ce sujet. On n'a plus le droit de flyer. On n'a plus le droit d'appeler agence s'abstenir ou je parle pas des annonces où il y a marqué Blocktel parce que ça c'est strictement interdit, mais agence s'abstenir, c'est exactement pareil. Voilà. Et même si on nous donne des contacts à recommandation, on est obligé quand même de contrôler à ce jour si son numéro de téléphone n'est pas sur Blocktel. Alors, effectivement, les Blocktel, je vous le déconseille. Normalement, mais comme agence s'abstenir, c'est pareil. Hein. Ouais. Le problème, alors voilà, on le sait, c'est que on travaille plus. Et Pigimo, moi, je l'ai fait, j'ai arrêté parce que systématiquement, beaucoup de services de pige nous communiquent les numéros de téléphone. Et si on contrôle sur le Bon Coin, il y a marqué agence s'abstenir. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Alors, la réponse officielle. Exactement, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, on ne travaille plus. Exactement. Ouais. Donc, la réponse officielle, c'est de suivre la législation, évidemment, parce que effectivement, c'est la loi, ni plus ni moins. Maintenant, officieusement, moi, je peux te dire que je ne m'en priverai pas. Et je ne m'en suis jamais privé. Parce qu'après, si on réfléchit, quel est le pourcentage de chances que la personne aille au tribunal pour ça? Quel préjudice la personne a subi? Et puis, dans tous les cas, des personnes vont appeler quand même. Tu le sais, on le sait. Oui, il y en a qui... La personne ne va pas porter plainte. La personne ne va pas porter plainte face à 7 agents, tu vois ce que je veux dire, qui appellent. Donc, officiellement, tu as raison. Officiellement, tu as raison, c'est la loi. Officieusement, moi, je le ferai. Voilà. Ah oui, mais ils ont notre numéro de téléphone. Ils peuvent nous enregistrer, ils ont notre numéro de téléphone, donc c'est délicat. Et en ce moment, il y a la chasse à ça. Dans ma région, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont pris des très grosses amendes. Donc c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, y a-t-il une pige
qui fait vraiment la distinction et qui nous communique des numéros de téléphone, pas uniquement que des annonces sur le Bon Coin, parce que si on fait Pigimo, il nous donne 80% que du Bon Coin. Et si on contrôle, sur l'annonce, il y a marqué agence s'abstenir, donc on ne va pas prendre de risque. Et alors, le problème, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de logiciel de pige qui fasse ça. Sauf si tu contrôles, Jonathan, et je t'invite à le faire, tu verras. Il donne les coordonnées téléphoniques. Et quand on appelle, c'est vrai que la plupart du temps, on dit, mais attendez, sur l'annonce, j'ai marqué agence s'abstenir. Il y en a marre, voilà. Et il y a quand même le numéro de téléphone qui s'affiche. Alors, ça va être la fin des sites de pige, quoi, hein, avec ces nouveaux textes de loi. Hein. Alors moi, j'y crois pas une seconde parce que je pense que la majorité des agents continueront d'appeler. Mais alors, je sais que moi, à l'époque, j'utilisais direct mandat, direct annonce. Et quand tu avais le reporting des annonces, tu avais aussi le texte, le corps de l'annonce. Donc, sans aller sur le Bon Coin, tu pouvais savoir tout de suite, si tu veux, sans perdre de temps, s'il y avait agence s'abstenir ou pas. D'accord. Voilà. Ça, c'est direct mandat. Maintenant, alors Pigimo, je ne l'ai jamais utilisé. Par contre, je l'ai utilisé vite fait pour un mois de test, ou 2 semaines de test, mais ça ne m'avait pas plu, donc je n'avais pas suivi. Mais après, il faudrait regarder Yann Porte. Je sais que Yann Porte a un bon outil de pige aussi. Mais normalement, les logiciels de pige, en tout cas, c'était comme ça pour direct mandat, te mettent le corps de l'annonce. Donc, du coup. Ouais, mais ils ne mettent pas tout. Hein. Ils ne mettent pas les dernières phrases. Ils mettent pas tout. Alors, sur direct où ils trompent les annonces en effaçant un genre s'abstenir. Et là, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant aussi. C'est que 80, tu as dit 80, mais pour moi, à mon avis, c'est même plutôt 95%. 95% des annonces sont sur le Bon Coin. Donc, moi, je sais qu'à la fin, les 2 dernières années d'activité, j'avais même plus le logiciel de pige en réalité, pour être franc avec toi. Donc, j'allais directement suivre l'immobilier sur le Bon Coin en réalité. Et j'allais même pas sur PAP, je faisais le Bon Coin. Et ça suffisait en réalité. Voilà. Après, c'est vrai que le logiciel de pige, c'est intéressant parce que ça te rapporte tout, tu peux te faire des notes, c'est quand même un outil d'administration, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que c'est sur le Bon Coin, si on fait un message en se présentant comme agent immobilier mandataire, on n'a pas le droit d'envoyer des messages sur le Bon Coin en tant que professionnel. Tout à fait. Exactement. Tout à fait, puisque la personne te dit qu'elle ne veut pas. Donc, non, mais même s'il n'y a pas marqué agence s'abstenir, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de profiter du support de Le Bon Coin, des annonces du Bon Coin. Ça, c'est marqué où, ça, dans les conditions d'utilisation? Je les ai eues au téléphone, Le Bon Coin. À un moment donné, il m'avait coupé mon compte. Hein. D'accord. Donc, ça, c'est dans les conditions, générales d'utilisation du Bon Coin. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas, cette législation. Hein, c'est comme pour les flyers. Hein, on sait très bien que tout le monde fly quand même, hein, le nombre de flyers que j'ai trouvé. Mais par contre, effectivement, moi, sur les flyers, c'est ce que je faisais. Effectivement, quand j'avais une série de boîtes aux lettres où il y avait marqué pas de pub, par exemple. Ça non. Mais même les flyers où il n'y a pas, dans les boîtes aux lettres où il n'y a pas marqué stop pub, on n'a plus le droit de les mettre. Il faut que ce soit des flyers nominatifs. Nominatifs, tout à fait, ouais, c'est ça. Alors après. Dans une enveloppe, hein, fermée. Fermée, tout ça, cacheté. Ouais, c'est nominatif, c'est ça, ouais. Après, on peut tourner ça en avantage. C'est qu'on le sait, la prospection physique comme ça, de boîtage, on sait très bien que si ce n'est que pour faire du sport, souvent, ça ne sert à rien. Oui, 2%. Hein. Ouais, c'est rien. En général. Et je pense que, justement, peut-être recentraliser sa prospection en faisant de la prospection, en mariant la prospection physique où on va sonner chez les gens. Et donc on n'a plus le droit non plus. Ah bon? On n'a plus le droit de sonner chez les gens. Démarchage, affichage, on n'a plus le droit. Alors attends, il faut que je regarde le décret là, parce que là j'ai un doute par contre. Ah oui, j'ai eu Florence à ce niveau-là. Ouais. Ah, je vais creuser alors, d'accord. Là tu m'apprends un truc, tu vois. Je vais creuser, mais d'accord. Alors dans ce cas, si vraiment on n'a pas le droit, la solution pour optimiser cette prospection finalement,
ça va être de finalement aller chercher les coordonnées de nos prospects et de leur envoyer des courriers. Mais ça, évidemment, on va le faire sur une… Alors, ça sera une méthode, ça va prendre beaucoup de temps au début parce qu'il va falloir aller sur le terrain. En revanche, une fois qu'on se sera constitué finalement quand même une base, les retours seront quand même plus intéressants d'envoyer un message personnalisé, effectivement, plutôt que de boiter comme ça. Même si c'est un démarchage auprès de certains commerçants, quoi que ce soit, on doit avoir un papier écrit. S'il nous donne des prospects ou des contacts, lui faire signer ce papier de décharge de responsabilité et contrôler le numéro de téléphone qu'on nous a donné pour voir s'il n'est pas sur déjà ou sur Blocktel ou quoi que ce soit. Vive la France! Oui. Bon, j'espère que ça va changer. Alors, ça ne peut pas continuer comme ça. Hein. Alors là, ça m'étonnerait. Ouais, mais par contre, c'est le dernier conseil que j'ai marqué qui permettra finalement de pallier à ce problème. Ce sera le dernier conseil technique. Alors, il y a pas mal de trucs dans le chat. Lire la newsletter d'Expertimo. C'est très bien ça, de faire des newsletters. Et quand tu associes ça à de l'email marketing, c'est très intéressant. Alors, sommes-nous en rapport avec un site d'estimation immobilière, ce qui me permettrait précisément d'appeler la personne qui venait de faire une estimation et de rentrer en contact avec elle. Alors, sur le site d'Expertimo, il y a un module, c'est Priceable. Effectivement, il y a des particuliers qui font des estimations et le siège envoie le lead à l'agent le plus proche, en fait. Ouais, ça c'est autorisé. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, parce que la personne, en fait, elle prend contact. Elle va cocher une croix. Guy Hockey est passé chez moi. Eh bien oui, non, mais c'est pour ça, Guy Hockey est passé chez moi en sonnant à la porte pour me demander si je voulais. Ah oui, j'ai vu que c'est pas bête ça aussi de mettre des stop pubs, mais à l'effigie de votre. Je l'ai vu ça aussi, j'ai vu Stéphane Plaza faire ça. Très intéressant ça. Ça prend du temps au début, mais une fois que c'est collé, vous avez finalement votre pub sur les boîtes aux lettres. C'est original, c'est une bonne idée aussi. Ok. Alors, prochain conseil, technique aussi. Finalement, ça va être un peu les deux prochains conseils qui vont se ressembler. Mais je sais que beaucoup d'agents travaillent en intercabinet. Beaucoup d'agents échangent en intercabinet. Et d'ailleurs, je ne peux que vous conseiller de travailler en intercabinet avec des personnes de confiance, bien sûr. Et dans la continuité de dire à vos vendeurs et à votre audience que vous revenez, eh bien, moi, je vous conseille de faire pareil avec vos confrères. Parce qu'ils ne savent pas forcément quand c'est que vous partez. Et prendre des nouvelles de vos confrères, c'est aussi du relationnel. Donc, favorisez votre relationnel. Donc, quand vous avez déjà fait des intercabs avec des confrères, n'hésitez pas à les appeler pour leur dire que vous reprenez du service et savoir s'ils ont des affaires sous le coude. Alors, comment ça s'est passé tes vacances, confrère? Et si on faisait un petit peu de business ensemble? On le sait, il y a beaucoup de secteurs en France où il y a peu de mandats. Et je pense qu'on sera assez d'accord dans la majorité des cas sur ce phénomène, voire une baisse des acheteurs dans certains marchés. Le fait de travailler en intercab permettra de finalement optimiser votre chiffre d'affaires. Alors attention aussi à l'intercabinet. Si vous rentrez une exclue alors que vous savez très bien que vous allez la vendre en 2 semaines, là, si on vous appelle pour faire un intercab, vous refusez. Parce que, évidemment, c'est pareil. Si vous appelez et qu'un confrère vous dit non, ce bien-là, je ne le partage pas parce que je sais que je vais le vendre, c'est tout à fait normal. Au départ, ça ne me plaît pas, mais en réalité, c'est normal. Et vous allez prendre aussi votre café. Alors ça, j'en parle quand je fais les coachings sur la prospection. C'est surtout pour les débutants. Mais je trouve que cette méthode est intéressante aussi quand on reprend. C'est le café. Donc, encore une fois, on est dans du relationnel. Et tu as vu,
Alors, attends, je crois que c'est Patrick. C'est avec toi, Patrick, que j'ai. Ah non, c'est Thierry, pardon. Thierry. Tu constateras que la majorité des conseils que je donne, c'est du relationnel. Pourquoi? Parce qu'on a des métiers de relationnel et d'humain avant tout. Les gens ont besoin de nous faire confiance et on sait que c'est en discutant qu'on gagne la confiance en réalité. Donc, la prospection flyers, pour être franc, pendant des années, je n'en ai pas faite. Et je faisais 150 cas de CA. Donc, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais, de toute façon, ça va être de plus en plus compliqué. Mais si on n'en fait pas, mais qu'on met en place, ce qu'il faut, c'est prospecter. Mais derrière le mot prospection, on pourrait écrire un livre, tellement qu'il y a de méthodes et d'outils. Donc, quand on dit prospection physique, alors, on dit prospection physique parce qu'on connaît ça depuis que la prospection existe. Mais aujourd'hui, il y a d'innombrables méthodes de prospection et la méthode par le relationnel est, à mon sens, bien plus forte que la prospection physique, d'ailleurs. Et pour ça, on prend son café. Alors là aussi, c'est un acronyme. J'aime bien les acronymes. Je vous le mets dans le chat. Alors, C-A-F-E, tout simplement. Le café. Donc, on va sonder tout simplement l'intégralité de notre relationnel, des personnes qu'on connaît, en fait, quasiment. C'est-à-dire que le premier, alors c'est surtout pour les débutants, mais c'est intéressant aussi quand on reprend. C'est-à-dire que vous allez sonder d'abord vos connaissances, toutes les personnes que vous connaissez, pour leur dire que vous reprenez du service. Alors, ça se trouve, en plus, il y a des personnes que vous connaissez qui ne savent même pas que vous faites de l'immobilier. Ça peut. Deux, vous allez aussi en parler à vos amis, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vend un bien. Vous allez bien sûr le dire à votre famille. Et enfin, vous allez aussi sonder l'intégralité de votre environnement professionnel proche. Alors ça, c'est surtout pour les débutants, parce que quand un débutant il débute, évidemment, il y a un lever de rideau sur son activité, il connaît du monde, mais personne ne sait qui démarre. Donc, c'est une méthode très intéressante pour les débutants. Mais je me suis dit, quand on reprend, ça fait 1 mois que je n'ai pas repris, et vous constatez qu'on oublie vite, les gens vous oublient vite, très, très, très vite. C'est pour ça qu'il y en a qui ne prennent pas de vacances l'été, d'ailleurs, qui préfèrent faire du chiffre l'été, parce qu'ils savent très bien qu'il y en a plein qui partent, et que les vendeurs, ils s'en tapent. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. Donc, ils vont appeler quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème. Donc, de rechecker au même titre de vos clients, vous allez prendre votre café et ressonder l'intégralité, finalement, de votre relationnel afin de redynamiser vos contacts et vos prescriptions, bien sûr. Parce que les prescriptions, on en a tous besoin. Ça, c'est le café. Pardon. Ensuite, une reprise, c'est intéressant aussi. Les rares fois où j'ai repris, où j'étais, on va dire, reposé, ça m'a permis de faire le point sur moi-même. Ça m'a permis de réfléchir sur de nouvelles idées. Ça m'a permis plein de choses, un développement personnel intéressant. Ça m'a permis un petit peu de réorganiser mes stratégies de travail et mes priorités. Parce que je me suis rendu compte que finalement, vous savez ce que c'est. Quand on est sur le terrain, quand on est dans le jus, on fonce, on a des rendez-vous, on est chez le notaire, on déjeune, on fait ci, on fait là, on se couche, on a les enfants, les gosses, etc. Et finalement, on a la tête dans le guidon. Donc le fait finalement de prendre du recul et du coup d'avoir pris le recul pendant quelques semaines et de reprendre, ça permet de réaménager votre bureau, ça permet de vous refaire une décoration, ça permet de définir des priorités professionnelles, voire personnelles, auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et là, on rejoint un petit peu aussi la reprise du travail un petit peu en douceur et en même temps reposante. Ça va un petit peu avec ce phénomène-là et de faire un petit peu un feedback sur ce qui s'est passé et de définir des nouveaux objectifs. C'est très intéressant. Moi, ça m'a permis, c'est vrai à l'époque, de repartir sur des chapeaux de roue et de travailler avec des méthodes, d'essayer des nouvelles méthodes de travail, de prospection, justement, de relationnel, clients que je ne faisais pas et qui permettaient quand même de faire sonner le téléphone. Donc, c'est un conseil général qui, à mon avis, fonctionne pour tous les entrepreneurs, quel que soit le
on va dire la niche. Mais je pense qu'en immobilier, c'est très intéressant aussi de réfléchir à… Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, fin d'année dernière, on avait fait des coachings avec Stéphanie Cocosa sur tout ce qui tourne autour du mindset, tout ça. Ça rejoint un petit peu ce qu'elle disait, hein, de finalement restructurer notre activité de façon à repartir sur les chapeaux de roue, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui le font, ça? C'est très, très important, hein. Vous pouvez vous donner l'objectif de le faire une fois par an, ça, hein, sans problème. C'est ce qu'on disait avec Stéphanie, hein. Est-ce qu'il vous arrive parfois, alors ça c'est surtout pour ceux qui ont de l'expérience, vous ne comprenez pas, moi ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, vous avez une baisse considérable, alors hormis grosse crise, hormis un petit peu ce qu'on vit en ce moment d'ailleurs malheureusement, hormis on va dire cas particulier, il n'y a rien qui a changé, tout va bien, et bim, une baisse des contacts. De manière générale, moins de ventes, moins de résultats, moins de mandats, un peu moins de tout, en fait. Est-ce que les personnes qui ont quelques années de bouteille dans l'audience, est-ce que vous avez déjà ressenti ce phénomène? Déjà, est-ce que vous en avez conscience? Déjà, pour commencer. Visiblement, non. Oui, ouais. Ah, d'accord. Ah, vas-y. Et moi, je parle de mon cas. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'immobilier. Et je pense que, voilà, on le sait tous, hein, l'activité d'un agent immobilier, c'est à dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il y a des hauts alors qu'on n'a rien fait de particulier. Des fois, on a des bas alors qu'on a mis un coup de collier. Donc, ça, c'est des fois le pire, hein. Donc, ou des fois, on a beaucoup de résultats et il y a tout qui se casse la gueule. Et là, c'est une grosse claque qu'on se prend. Et quand on n'est pas forcément expérimenté à cela ou qu'on est assez émotif, on peut des fois mal le vivre. Donc voilà, c'est le métier, hein, il faut s'accrocher, quoi, hein, c'est pas un métier qui est facile, hein. Ah non, c'est ce que je disais au début, tu sais, l'ascenseur émotionnel. Mais tu as tout à fait raison, c'est pour ça que je répète régulièrement que notre métier n'est pas une science exacte et que ça demande quand même régulièrement de faire le point sur soi-même en tant qu'entrepreneur pour ne pas s'épuiser sur le terrain. Moi, je vous conseille de le faire une fois par an, c'est bien. Parce qu'on ne va pas passer non plus notre temps à faire ça. Mais une fois par an, faire le point sur le… on avait fait ces coachings, on avait fait 3 coachings avec Stéphanie. Et ça, justement, on les avait fait décembre, janvier, parce que c'est le moment en réalité, hein. Et ça permet vraiment de comprendre de ce qui s'est fait au cours de cette année, de savoir si on atteint nos objectifs. Déjà, est-ce qu'il y en a dans l'audience qui se fixent des objectifs, qui se font des tableaux de reporting, qui se font des tableaux de taux de performance, taux de transformation de mandat? Je sais que peu de mandataires le font, mais c'est quand même d'une importance capitale pour savoir où on va et pour se faire des prévisionnels. Est-ce que quelqu'un ici fait un prévisionnel? Moi, j'en faisais. Et ça permet vraiment de… En fait, comme tu le dis, des fois, tu travailles beaucoup, tu n'as rien, des fois, tu travailles peu, tu as quelque chose. Mais le fait, finalement, de ne pas considérer les choses comme acquis permet finalement quand même, j'ai pu le constater, et je le constate chez les gens qui le font, permet de lisser justement… en fait, l'activité fait ça, comme tu le dis, et le fait de se remettre en question, en fait, permet quand même de rectifier le tir assez vite et d'identifier finalement. Alors parfois on ne peut pas, hein, mais quand même, souvent on peut. Et ça permet de lisser, voilà, on va dire, les fluctuations. Le but étant de limiter les fluctuations. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les fluctuations, on n'aime pas ça. Et pourquoi on n'aime pas ça? Parce que ça nous fatigue, tiens. Et on n'a pas envie d'être fatigué. Voilà un petit peu pourquoi c'est important de faire le point sur ça. Ensuite, le digital. Le digital. On est encore dans le relationnel. Le relationnel, mais là, le relationnel digital. Parce que pour ceux qui utilisent le digital, vous avez publié sur Facebook, par exemple, parce que c'est le meilleur réseau social pour notre niche. Donc, vous allez communiquer, tout ça, il va y avoir du travail, vous allez avoir des contacts, des leads, des échanges, pas de problème. Sauf que je vous garantis qu'au bout de 2 semaines de vacances, vous n'existez plus.
Donc, il ne va pas falloir oublier votre relationnel digital et de communiquer sur vos réseaux sociaux pour dire à tout le monde que vous revenez. En fait, tout ce que vous allez faire dans le dur avec votre relationnel, vous allez aussi le faire dans le digital, en communiquant sur Facebook, en réhabituant votre audience à votre présence. Sinon, c'est dommage parce qu'on le sait, on a fait plein de coaching sur le digital et on va en faire le mois prochain. Sinon, votre audience vous oublie. Et aussi, aujourd'hui, on se coupe du digital. C'est quand même un gros manque à gagner. Il y en a beaucoup qui font du digital dans l'audience. Moi, personnellement, j'en fais, puisque comme on a parlé depuis tout à l'heure avec les boîtes qui sont en train de se fermer les unes après les autres, la pige qui se ferme dans tous les sens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas notre chiffre qui va en prendre. Je pense que c'est notre activité tout court qui risque même de s'arrêter si on ne s'adapte pas à la réglementation qui va malheureusement dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est les gens maintenant qui vont aller à la demande des gens ou vers les gens et c'est plus les commerciaux qui vont aller vers les personnes. Voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter. Oui, excusez-moi, mais apparemment, on n'a plus le droit de communiquer ou de faire de la publicité, même sur Facebook. Thierry, alors là, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est interdit en tant que professionnel de communiquer sur Facebook et d'envoyer de la publicité, de mandat ou de quoi que ce soit. Bientôt, ça sera interdit de rentrer du mandat. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les nouvelles réglementations. Alors, Facebook, j'ai lu les conditions générales de Facebook parce que j'ai fait aussi d'innombrables coachings sur Facebook, notamment. D'accord, ouais. Et sur Facebook, ce qu'il ne faut pas, parce que Facebook, à la base, c'est un réseau social du particulier. Oui. Ce qu'il ne faut pas avec Facebook, et ça, je vais très bien expliquer dans les coachings parce que il y a des comptes qui se sont fait fermer pour ça. Et moi-même, j'avais pris une suspension à l'époque parce que je m'étais appelé Haute Girondimo. C'est que votre compte personnel, en fait, ce n'est pas un compte d'entreprise. C'est un compte personnel. Donc, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre votre nom et prénom parce que le jour où Facebook s'en aperçoit, et c'est toujours pareil, ça peut mettre du temps, ça peut mettre des mois, parce que c'est des algorithmes, vous allez avoir votre compte bloqué. Moi, j'avais dû envoyer ma pièce d'identité pour prouver. Et après, ils m'ont réouvert. Après, vous avez la page. La page, c'est différent. Une page est faite pour gérer une entreprise, ou une association, ou un groupement, une personne morale, on va dire. Et vous avez d'ailleurs accès à ce propos à la publicité payante. D'ailleurs, entre vous et moi, sans rentrer dans le détail de Facebook, de la technicité, une page Facebook aujourd'hui, c'est simplement une régie publicitaire pour payer. Les portées organiques des pages sont extrêmement faibles, voire nulles sur Facebook, tout simplement parce que Facebook veut qu'on paye, c'est évident. Donc, vous avez entièrement le droit de communiquer ce que vous voulez sur votre page Facebook et sur votre compte. D'ailleurs, j'ai jamais rien lu dans les conditions de Facebook qui l'interdisent. Et vous pouvez partager de votre compte, de votre page sur votre compte. C'est un partage de publication en réalité. Et là, il n'y a absolument rien qui l'interdit en réalité. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas le droit, par exemple, supposition, d'envoyer une fiche ou de dire, quand on a une maison à la vente, on n'a pas le droit de le faire. C'est quel texte là? Je n'ai jamais lu ça. C'est où que tu as vu ça? J'ai des personnes qui ne faisaient pas de l'immobilier, qui faisaient des massages ou n'importe quoi et qui faisaient de la publicité, qui envoyaient leurs flyers sur Facebook à tous leurs contacts. Ils ont coupé leur compte et ils ont eu une amende de la part de Facebook. Alors là, oui, mais c'est-à-dire que je crois que Facebook va incessamment sous peu faire des comptes professionnels. Si, c'est ça, c'est-à-dire c'est une page. Un compte professionnel, c'est une page en réalité, ce qu'il a dit Jonathan. C'est-à-dire qu'il faut avoir un nom particulier pour s'identifier et on associe à ce nom une page.
Mais la Tout à fait page, ça. c'est une impasse, quoi, hein. C'est-à-dire, vous mettez dedans et il n'y a personne qui vous connaît si vous n'invitez pas. Mais juste une question pour Jonathan sur ça. Tu viens de dire qu'on pouvait faire un partage de ta page sur ton compte perso. Je n'y arrive plus depuis quelques temps. Est-ce que tu Ah non, confirmes? c'est interdit, ça, on ne peut plus le faire, ça. On pouvait le faire il y a encore quelques mois, mais je n'y arrive plus. Oui, Je ne sais pas si Jonathan, tu peux confirmer ou oui, si oui, c'est c'est pas. exactement ça. Oui. Excusez-moi, ça a coupé parce que vous avez parlé en même temps, je n'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Je disais par rapport à ta page, tu as une Ouais, page. Avant, on pouvait faire un lien, c'est-à-dire partager ta page sur ton compte personnel. ouais. Depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'on ne peut plus le faire. Est-ce que tu confirmes Si, ou tu peux. tu peux toujours? Alors, Ok. je vais vous partager mon écran. Donc, regarde, je prends n'importe quelle publication, ben, la première, on s'en fout. Et ici, regarde, j'ai un bouton partagé. Et là, tu fais partager sur le fil et il n'y a pas de problème, ça part sur le fil d'actualité. De ton compte perso. Là, je suis sur mon ancienne page. Et, D'accord. Mais là, c'est une page, ouais, d'accord. Ok. voilà. Alors, par contre, mais en fait, ce n'est pas un problème de droit, c'est sûrement un problème de technique. C'est que ici, tu as vu, ici, il y a mon avatar ici. Ici, là. Oui. Ici, tu peux choisir si tu partages avec ta page ou avec ton compte. Parce que tu vois, tu as tous les profils ici. Tu Oui, as c'est ça. ma page et tu as mon profil. Ce que tu ne peux pas faire, c'est partager sur ton compte en tant que page. Donc, ça veut dire que si c'est configuré comme ça, tu vois, je vais le faire, hein, tu verras que tu n'auras plus le bouton. Donc, à mon avis, c'est simplement un problème de configuration. Ah mince, Voilà, là, d'accord. tu as vu que là, j'interagis avec Facebook en forme de page. Et là, tu vas voir que je vais cliquer et tu vas voir, je vais avoir beaucoup moins d'options. Tu as vu? Ouais, ouais, ça va être ça. Ouais. Et encore, je l'ai. Tu vois, c'est vrai que des fois, je ne l'avais pas. Mais là, je l'ai. Donc, Donc, tu partager vois. sur le fil, c'est partager sur ton compte perso. C'est ça, hein? Exactement. Ok, Alors, merci. tu as deux façons. Tu as partagé sur le fil, ça t'ouvre une fenêtre. Et c'est si tu veux rajouter un blabla, ici. Voilà. Et si tu cliques ici sur partager maintenant, ça le fait automatiquement sans rajouter le blabla, en fait. D'accord. Voilà. Mais en aucun cas, enfin, moi, j'ai jamais entendu dire qu'on ne pouvait pas partager des biens sur Facebook. Et je me tiens quand même assez souvent au courant de l'actualité avec des vraies sources marketing. Oui, pareil pour moi, j'ai jamais Sur entendu non Facebook, plus. j'ai jamais Ouais. entendu parler. Bon. Alors après, c'est toujours pareil, vous savez ce que c'est. Hein. Les on-dit, les rumeurs, les je me suis pris une amende, mais en fait, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne mets pas du tout en doute ce que tu disais, mais en tout cas, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Ah. Voilà pour le digital. Bien sûr, si vous avez une base de données de mails de clients, évidemment, vous leur envoyez un mail pour leur dire que vous revenez, c'est sûr. Ça va au même titre que votre relationnel. Et enfin, le dernier conseil, c'est le conseil que je voulais dire tout à l'heure qui pouvait pallier à ces problèmes, on va dire, de lois qui nous brident de plus en plus. Et ben moi, ce que je faisais souvent, quand je reprenais, je le faisais généralement, alors après, je le faisais souvent parce que j'avais carrément créé un club d'entrepreneurs, mais ça, c'est l'étape d'après. J'organisais un événement de reprise. C'est-à-dire que souvent, en septembre, et je le faisais généralement en septembre et en janvier, j'organisais un after-work. J'organisais un after-work, j'appelais ça l'after-work immobilier. Et j'organisais une journée porte ouverte. En fait. J'ai invité une multitude de professionnels locaux qui ont un lien avec l'immobilier, la plupart. Bâtiments, notaires, diagnostiqueurs, etc., géomètres. Des clients. Et j'ai invité n'importe quel particulier à assister à une conférence, on va dire, sur le marché local. Voilà. Et à chaque fois, j'avais pas mal de personnes. Et c'était un excellent moyen de faire du relationnel, d'échanger des cartes de visite et de communiquer auprès de votre cible. Bien sûr, vous allez relayer l'information sur les réseaux sociaux, vous allez communiquer, vous allez faire des comptes rendus. Et c'est très, très, très intéressant. Ça permet de parler d'immobilier local, parce que ce qui intéresse votre audience, c'est le local. Et il faut trouver des sujets, en fait, qui intéressent finalement vos prospects. Alors, ça peut être des entrepreneurs de qualité, ça peut être le marché immobilier local, ça peut être des conseils, ça peut être
ce que vous voulez, mais en tout cas des sujets qui intéressent votre audience. Et ça, je peux vous dire que quand je faisais un événement comme ça, dans la semaine qui suivait, j'avais des coups de fil. Parce que ça faisait parler, si vous voulez. En fait. En plus, souvent, j'invitais un correspondant, je payais un coup au correspondant local là, du journal Le Haut-de-Gironde qui faisait un article, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc ça, je peux vous dire que ça a ramené des mandats. Organiser un événement. Et d'ailleurs, plus ça va, plus je vais vous inviter à faire ça, justement pour aussi pallier à ces notions où en prospection, c'est plus compliqué en prospection physique. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette reprise. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez échanger, pas de problème, j'ai tout le temps qu'il vous faut. Jonathan, une question par rapport au marketing digital. Donc, toi, tu utilisais quoi comme canal principal? Facebook? Alors, pour les réseaux sociaux, oui. D'accord. Alors, pour les réseaux sociaux, les deux canaux qui sont intéressants pour notre activité, c'est Facebook et YouTube. C'est tout. Tout le reste, laissez tomber. Parce que déjà, ça va vous prendre trop de temps. Et deux, Facebook, c'est le réseau social numéro 1 en France, loin devant tout le reste, quoi qu'on dise. Et l'audience est sur Facebook, en fait. Donc oui, Facebook, oui. Mais rien qu'avec Facebook, tu peux faire un chiffre d'affaires de fou. YouTube, 4 points d'interrogation. Oui, YouTube. Alors, comment je me sers? Tiens, tu sais quoi, alors déjà, je vais aussi vous mettre, je vous le mets tout de suite dans le chat, parce que ça va être l'objet d'un coaching le mois prochain sur le digital. Je vous mets un lien qui vous permet de regarder un logiciel qui s'appelle System.io. System.io, c'est le logiciel qui me permettait de faire l'email marketing. Je fais des listes de données. Et c'était très intéressant pour faire des pages de capture, justement associées au marketing digital avec les réseaux sociaux. Ça permettait, si vous voulez, de prolonger les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je collectais des données de mon audience, de ma cible, et après, je continuais à envoyer du contenu, comme des newsletters, comme j'ai vu par exemple. Ce logiciel est très intéressant, il ne coûte pas cher. En plus, je crois que c'est 20 balles par mois, un truc comme ça. Et je peux vous dire que ça aussi, c'est vite rentabilisé. Alors maintenant, YouTube. J'avais créé une chaîne qui s'appelait Pro Haute-Gironde. Et qu'est-ce que je faisais avec cette chaîne? Des vidéos. Et je faisais plein de vidéos. En réalité. Je faisais plein de vidéos pour parler de mon audience locale. Alors, je parlais si vous voulez, du secteur. Alors après, je me suis un peu diversifié dans le coaching, donc j'avais hébergé mes vidéos aussi pour le B2B, mais surtout, j'avais fait des interviews de commerçants locaux, c'est-à-dire qu'en fait, je débarquais chez le commerçant, j'y allais, quelqu'un que je jugeais de qualité, je faisais des vidéos comme là, par exemple, un escape game, épicerie fine, une bonne pizzeria locale, la poissonnerie de Saint-André-de-Cubzac. Je peux vous dire que c'est super bon, c'est super frais. Un architecte aussi à Saint-André-de-Cubzac. Et je faisais des interviews. J'hébergeais ces données sur YouTube et après, je partageais sur les réseaux sociaux, sur Facebook et dans les groupes, enfin surtout, vraiment partout. Et c'est super intéressant parce que, en fait, les retombées, c'est ce qu'on appelle du marketing de contenu, en fait. Les retombées étaient super intéressantes parce qu'il y avait plusieurs avantages. Un, on apporte de la valeur à une entreprise locale. Donc déjà, on favorise la recommandation. Je le faisais gratuitement. Hein. Non seulement on lui apporte de la valeur, on lui fait de la pub, et pour nous remercier, on fait marcher le phénomène de réciprocité, parce que ce commerçant-là, quand il entendra parler d'un projet immobilier, je peux vous garantir qu'il pensera à vous. Deuxièmement, vous apportez du contenu à votre audience B2C et vous apportez du contenu intéressant. Vous apportez du contenu intéressant à votre audience. En l'occurrence, là, pour cet exemple, des entreprises locales. Là, en l'occurrence, c'est GTE Déménagement. Alors, YouTube, je n'avais pas énormément d'audience sur YouTube. Par contre, je vais vous montrer, vous allez voir. Hein.
le nombre de vues que j'avais sur Facebook, mais c'était vraiment très intéressant pour une audience locale. Je pouvais faire 6000 vues de vidéos sur une commune de 11 000 habitants, vous vous rendez compte? C'est hyper intéressant. Je vais vous montrer. Et donc, c'est pareil. Vous apportez du contenu à votre audience. Donc, du coup, votre audience, elle va s'habituer à votre présence et vous optimisez les chances qu'elle vous contacte, en fait. Alors, des fois, je faisais des vidéos de biens aussi. Et je les mettais, comme là, par exemple. Regardez, à vendre dans Saint-Marien, 1600 vues. Nouveau bien à vendre à Cavignac, 3600 vues. Nouveau bien à vendre à Clairac, 1200 vues. Là, ça, c'était un super restaurant qui s'appelle la Table d'Inomoto, 7200 vues. Un déménageur à Cavignac, 4300 vues. Une salle de sport, alors ça, on avait rigolé. Une salle de sport à Vita Liberté à Saint-André, 3800 vues. Et là, vous intéressez votre audience. C'est super intéressant. Vous intéressez votre cible. Et donc, vous augmentez vos chances qu'elle pense à vous, tout simplement. Avis personnel, Facebook. Je connaissais Facebook, mais pas Fess. Est à fuir. Pas pro. Beaucoup trop de violence et propagande. LinkedIn, c'est pro. YouTube, ça marche bien aussi. Ah, c'est intéressant comme remarque. On va pouvoir échanger sur cette remarque. Alors là, je vais te poser une question, c'est simple. Quand on publie sur les réseaux sociaux, on en revient tout de suite à l'objectif qu'on se fixe. Parce que quand on fait un post, il faut toujours avoir un objectif. En fait. Sinon, ça ne sert à rien de poster. Ça ne sert même à rien de se lever si on n'a pas d'objectif, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, quand on publie sur les réseaux sociaux, on a un objectif. Et nous, ce qu'on veut, c'est rentrer du mandat. C'est ce qu'on veut. Notre cible, c'est donc du B2C. C'est les particuliers. Alors oui, un professionnel est un particulier. En revanche, notre audience, elle est sur Facebook. Elle n'est pas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est effectivement des pros, c'est du B2B. Et nous, on s'en fout de B2B. Alors oui, de temps en temps, on va faire une intercable, tout ça, et encore. Moi, dans le développement du réseau Expertimo, par exemple, pour faire la corrélation, LinkedIn est très intéressant. Parce que là, on est sur du vrai B2B. Là, on est sur une audience B2B. Facebook est adapté aussi parce que les mandataires sont sur Facebook. Mais LinkedIn est une source intéressante. Maintenant, pour choper, entre guillemets, du vendeur et du B2C, le taux de retour entre les deux réseaux sociaux, Facebook est incroyablement loin devant. Je ne vous déconseille pas d'aller sur LinkedIn, parce que ça ne fera jamais de mal. Mais vous allez rapidement voir que votre audience n'est pas là. Dans 99% des cas. Alors, Instagram, c'est pareil. Hein. Instagram, c'est Facebook et ils sont sur Facebook, donc ça fait doublon. Pour moi, ça ne sert à rien. Facebook, en termes d'audience, est est loin devant Instagram. Instagram, probablement plus adapté quand on a un bien d'exception et qu'on veut en mettre plein les yeux. C'est un réseau basé sur le visuel, la mini-vidéo. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. Vous pouvez, mais c'est pareil, il faut se faire de l'audience, il faut être reconnu par l'audience, ça va demander du temps. Donc, attention aussi à ne pas négliger les autres techniques de prospection. Si je vous disais le chiffre d'affaires que j'ai fait 100% avec Facebook, vous allez tomber par terre. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si ce n'est pas centaines d'ailleurs, avec les expériences, avec les années. Donc, concentrez vraiment le meilleur de très loin, je vous garantis que c'est Facebook. Ça, c'est sûr à 100%. Déjà en termes d'audience, et il n'y a pas un réseau social, il n'y en a pas un autre où vous pouvez autant et aussi bien définir votre cible, votre audience, que ça soit en organique ou en payant. Voilà. En payant, alors là, avec le business manager, vous pouvez faire des trucs de fou, mais même en organique, en communiquant avec une audience locale, en trouvant vos prospects locaux et en communiquant dans les groupes locaux, vous pouvez ultra définir votre cible avec les filtres.
et donc optimiser votre communication. Je vous le dis, et je n'en démordrai pas pour avoir testé tous ces réseaux sociaux d'ailleurs pendant des années. Facebook, loin devant tous les autres. Et en 2, YouTube. Et en 3, alors allez, on va dire 2 ex-aequo, YouTube et LinkedIn. Pourquoi pas? LinkedIn, si vous voulez faire un peu d'intercalé. Mais votre B2C n'est pas sur LinkedIn, ça c'est sûr. Voilà pour cette parenthèse, mais ça, on décortiquera ça le mois prochain. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur quelque chose? Une dernière question, Jonathan, pour moi. Ouais. Par rapport à Facebook, si tu devais faire une estimation entre la partie payante et la partie gratuite, ça représenterait quoi? Tu penses 90-10 ou 80-20 entre les contacts que ça t'a apporté en payant des pubs, par exemple, sur Facebook, ou simplement en faisant jouer le relationnel que ça t'a apporté en rajoutant à chaque fois des partenaires, des collaborateurs que tu connais, hein, des experts, des architectes, comme tu as dit? Alors, c'est difficile à dire parce que souvent ils voient les deux pubs. Avec on va dire, l'audience qui est précise, souvent ils voient les deux. Donc, c'est difficile de définir les deux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pendant au moins 1 an, si vous démarrez vraiment dans le marketing, vraiment, si vous lancez dans le marketing avec Facebook, pendant 1 an, vous pouvez quand même générer du contact et du business sans payer. Vous pouvez. Bien sûr, si vous payez, ça ira plus vite et vous en aurez plus. C'est logique. Donc, en fonction de votre réseau, vous pouvez payer direct. Ça ne fera pas de mal, au contraire. Mais là, je m'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas de réseau ou qui sont justes. Vous pouvez rentrer du mandat et donc, si ce sont des mandats de qualité, faire du chiffre d'affaires en fonction après de votre travail, vous pouvez générer du chiffre d'affaires. Ça, c'est sûr. Mais ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que vous allez épuiser cette source organique. Vous allez l'épuiser. Parce que voilà, vous allez être présent pendant 1 an et demi, et au bout d'un moment, il va falloir aussi toucher des personnes qui ne sont pas dans votre audience de compte ou dans les groupes. Et là, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la pub. Mais croyez-moi qu'avant de l'épuiser, cette audience, vous pouvez y aller, quoi. Mais par contre, si vous voulez associer, c'est le mieux, hein, associer le payant et l'organique, vous pouvez y aller sans problème. Et ce qui est bien avec la régie publicitaire Facebook, c'est que vous pouvez définir au millimètre près votre audience, votre cible, et que vous pouvez budgétiser à l'euro près par jour ce que vous voulez dépenser. Si vous voulez dépenser 40 € par mois dans Facebook, vous pouvez. Vous avez juste à le faire. Je vous montrerai ça le mois prochain. Donc voilà. Après, le ratio, c'est très compliqué à dire parce que souvent un prospect va voir les deux, en fait. Va voir une publication organique et une publication payante. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, le payant permet vraiment de toucher une cible vachement plus large, quand même. Donc, permet quand même d'aller plus vite et d'avoir quand même plus de contacts, ça c'est sûr. Et plus vous payerez, plus vous en aurez. C'est aussi simple que ça. Merci, Jonathan. Mais écoutez, en tout cas, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour justement la valeur et le relationnel et surtout comment favoriser une bonne relation client. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle reprise, une bonne rentrée de mandat. Et puis, vous savez que si vous avez besoin, je reste à votre service. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.